Hello everybody, hey, welcome to un autre épisode de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Aujourd'hui, je suis avec Greg Romano. Et quel plaisir de m'asseoir avec lui et de parler. Et ça fait un moment que je voulais faire un podcast avec lui. Pas seulement parce qu'il est drôle, mais aussi parce que vraiment, il a une putain d'histoire à raconter. Donc je vais pas parler trop longtemps parce que... Voilà quoi. T'as fait le radio où? Un peu partout, hein, sur Énergie, sur Fun. C'était quoi, chroniqueur? J'ai fait chroniqueur, auteur, tout ça quoi. D'accord. Ouais. Et pourquoi t'as arrêté? J'ai pas arrêté en fait, je continue. Je suis sur une radio suisse depuis 5 ans maintenant. Je fais des chroniques quotidiennes. Une radio suisse? Ouais, qui s'appelle Rouge FM. Tu vas là-bas ou tu le fais pas? Je vais là-bas en fait tous les deux mois. Ouais. Et j'enregistre 40 chroniques d'un coup. C'est des chroniques intemporelles en fait. Ouais. Et ils les passent tous les matins. Ah oui? Ouais. Tout le matin, lundi à vendredi? Du lundi au vendredi, ouais. Dans le morning. Cool. Ouais, après c'est des chroniques un peu loquaces, tu vois, c'est de l'humour qui vole pas très haut, mais ça plaît en fait. C'est des trucs très simples, quoi. Très simples à comprendre, c'est des petites blagues. Ça fait plaisir le matin, quoi, d'entendre ça. Ouais. C'est pas des chroniques où tu réfléchis, quoi. Ouais. C'est des éphémérides, en fait. Ouais. Je m'appelle L'Homme Son Nom, en fait, sur cette radio. Ouais. Parce qu'il y avait un mec qui s'appelait Greg déjà, et on m'a dit, tu veux pas changer de pseudo? Et je fais bah non, je m'appelle Greg. Et il m'a dit bah je sais pas, et j'ai dit bah limite appelle-moi L'Homme Son Nom. Et donc voilà, ça restait L'Homme Son Nom depuis. Donc t'es une espèce de Batman là-bas. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon après ils savent que mon vrai prénom c'est Greg, mais c'est vrai que ouais, des fois il y a des gens là-bas quand je vais à la radio, ils me reconnaissent un petit peu et ils me disent ah c'est L'Homme Son Nom. Ouais. Donc voilà, c'est marrant. C'est cool. Et ils sont pas filmés? Non, c'est pas filmé, mais comme on fait des fois des émissions en direct, tu sais, où on reçoit les auditeurs, machin, tout ça, et comme il y a les photos, et des fois ils publient des vidéos, parce que pendant une période, je faisais des interviews, en fait, détournées, filmées. Ouais. Donc c'était ça, c'était de là où on a commencé à voir mon visage, en fait. D'accord. Et certains qui suivent l'actu sont venus voir quand je faisais mes dates, tu sais, à Lausanne, en Suisse. T'as fait quoi? T'as fait le Lido? J'ai fait le Lido, ouais. J'ai fait le Lido, l'année dernière et l'année d'avant, quoi. C'est chouette comme ça. Ouais, c'est cool, ouais. C'est bien en plus, c'est le fait, tu vois, de faire la radio. Déjà, j'avais entre guillemets des gens qui me suivaient à la radio, même si ce que je fais à la radio, ça n'a pas trop de rapport avec ce que je fais sur scène. Ouais. Mais non, c'était cool. Ouais. Donc, c'est un petit célébrité là-bas. En fait, c'est quoi, Lausanne? C'est Lausanne. C'était à la radio. En fait, c'est la première radio suisse privée romande. Ouais. Mais de dire que la célébrité, non, mais oui, il y a des gens qui me reconnaissent quoi. Tu écris avec quelqu'un pour tous ces chroniques? Non, j'écris tout seul. C'est un peu chiant à faire parce que comme t'en as 40 à faire d'un coup, tu vois, c'est pas que c'est difficile, mais le fait de réécrire un peu, c'est la même mécanique de travail, tu vois, donc en écrire 40 comme ça, c'est un peu épuisant au bout d'un moment. C'est-à-dire que les enregistrer, c'est pas un problème. Ouais. Mais les écrire, c'est un peu relou en fait. C'est un peu... Mais est-ce que tu essaies des fois, parce que tu les écris au même moment, de faire une espèce d'histoire qu'il faut suivre chaque jour, ou c'est vraiment indépendant? Non, mais par exemple en impro, quand je fais un truc, je sais pas, par exemple, c'est un éphéméride, tu vois, mais par exemple, je dis aujourd'hui, c'est la journée, tu vois, du sourire et tout. C'est possible que je revienne le lendemain, que l'émission qu'on fait le lendemain, je revienne sur ce que j'ai pu dire avant sur le sourire et tout, mais nous c'est bizarre pour nous parce que nous on doit se mettre dans une position où tous les jours est un jour différent, où on arrive le matin pour la première fois. Là le fait d'en enregistrer 40 des fois, tu vois par exemple des fois je te dis une connerie, j'enregistre celui du 2 avril et je vais jusqu'au 28 mai et au 28 mai je vais dire oui comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais tout à l'heure c'était celui du 2 avril donc ça, les gens ils calculent pas, donc c'est vrai que toi je suis obligé de faire attention par rapport à ça quoi. C'est un exercice assez spécial quand même. Ouais, c'est assez spécial et c'est une autre façon d'appréhender la radio parce que c'est de l'enregistrement dans les conditions du direct, donc c'est pas du live, donc t'as pas les réactions qui sont tout de suite quoi. Ouais. C'est pas trop difficile ça? Non, ça va. Pour quelqu'un qui monte sur scène, justement, on a vraiment la réaction d'un public tout de suite. Non, moi c'était le contraire, parce que moi en fait j'ai commencé par la radio avant d'aller sur scène, et si quand t'es sur une radio, une grande radio, t'as souvent des réactions en direct par texto, tu vois, ils envoient des SMS et tout, mais sinon c'est vrai que t'as pas la réaction, c'est-à-dire si tu fais une blague, t'as les trois qui sont autour de toi à la table qui vont rigoler, mais tu sais pas si ou pas et tu sais pas vraiment si elle a marché ou pas, donc il y a un peu une espèce de frustration quoi, de se dire merde, elle était bien ma blague ou elle était pas bien. Ouais. Comment t'as déclenché ce boulot? En fait c'était un pote en fait qui était avec qui j'avais commencé en radio à Nice et qui travaillait après en Suisse là-bas,
et qui m'a dit, écoute, ils recherchent éventuellement un comédien, un humoriste qui pourrait faire des persos, des trucs comme ça. Et ils m'ont contacté, ils ont écouté ce que je faisais avant en radio, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Après, c'est bien ça. Moi, je suis monté à Paris à la base pour faire de la radio, donc c'était ça mon but et tout. Et mais après, indirectement, c'était très bien. Je savais très bien que je voulais faire de la radio pour bifurquer après dans le spectacle. En fait, moi, mon but c'était de faire rire les gens. Et je me suis dit, je vais commencer par le faire via la radio. Mais depuis quand? Depuis. Tu viens de Nice en fait. Moi, je viens de Nice. Moi, j'ai fait la fac pendant 5 ans. Ouais. J'ai fait une maîtrise Infocom. C'était bien, mais ça me plaisait pas et tout. Et je voulais toujours faire une école de radio en fait, mais je pouvais pas parce que ça coûtait cher et tout. Et mon oncle un jour m'a dit écoute, si tu veux monter à Paris, je te paye l'école. Donc c'est pour ça que je suis monté à Paris à 23 ans. Ouais. Et j'ai fait l'école. Déjà avec une maîtrise. Déjà avec une maîtrise, ouais. Et j'ai fait l'école de radio pendant 2 ans et après j'ai commencé à bosser en radio, quoi. Ouais. Et donc t'as fait une maîtrise de quelque chose qui te plaisait pas vraiment? Non, c'est pas que ça me plaisait pas, c'était cool parce que c'était la fac, c'était à Nice, il y avait les copains, on s'amusait bien, on rigolait. Ouais. Maintenant, ça m'a appris des trucs, mais ça m'a plus appris sur le plan humain que sur le plan des études. C'est-à-dire, j'ai une maîtrise, j'ai fait un mémoire, mais bon, ça me sert pas en fait. Ouais. Ça me sert pas, et des fois je suis un peu frustré parce que je me dis que maintenant j'ai 34 ans, je fais du spectacle depuis 3 ans. Ouais. Donc je me dis que j'ai commencé un peu à 31 ans vraiment à jouer mon spectacle, même si j'ai commencé à écrire avant. Et je me dis peut-être j'ai perdu 5 ans. Alors c'est peut-être ces 5 ans d'expérience qui m'ont donné l'expérience de pouvoir aussi écrire un spectacle. Ouais. Mais je me dis voilà, des fois je me dis est-ce que je suis pas un peu vieux? Est-ce que si ça décolle pas? Ah, c'est drôle parce que je me pose la même question. On a le même âge. Ouais. Et j'ai perdu de temps en faisant plein de choses, genre être dans un mariage qui marchait pas, tu vois, et après tu dis mais qu'est-ce que c'est ça. Mais en même temps c'est ce qui forge aussi notre expérience, c'est ce qui nous permet toi, par exemple tu parles du mariage, si t'avais pas eu ça t'aurais pas raconté le texte que t'as fait. Moi je serais pas en France déjà, tu vois, et il y a plein de quand je suis j'ai un peu de recul, bien sûr, je vois tout ça, tout ça c'est notre processus, c'est notre évolution dans la vie et dans la carrière, et des fois c'est la même chose, mais mais quand je suis avec une mauvaise humeur, dans une mauvaise humeur, je dis c'est ça, on se dit on est vieux, après on essaie d'aller sur internet et regarder le nom des comédiens qui se sont développés le plus tard possible, on se dit ça va. il me reste 3 ans il me reste non, mais des fois on se met des ultimatums, c'est normal, parce que on sait très bien qu'à partir du moment où on n'est pas connu, c'est pas un métier stable, donc c'est-à-dire que ça peut très bien marcher comme ça peut ne pas marcher, ça peut mettre du temps, ça peut décoller vite, ça peut descendre vite, c'est très aléatoire, donc c'est aussi un côté aussi un peu flippant, parce que si on a envie de construire après quelque chose autour peut-être pas du boulot, mais une vie de famille ou un truc comme ça, ou juste on parlait tout à l'heure d'acheter quelque chose, il faut on n'a pas une sécurité, on a un salaire fixe qui tombe tous les mois. On peut très bien toucher plus que la moyenne, mais pas toucher les 3 mois d'après qui arrivent, tu vois, donc c'est très aléatoire, et c'est vrai que ça fait peur, c'est normal. On n'a aucune sécurité de l'emploi en fait. Mais c'est aussi ça qui est excitant. C'est exactement que quand on monte sur scène, on sait pas du tout si les gens vont rire, si les gens vont pas rire, et je pense que c'est le plus difficile, c'est d'accepter le fait qu'on sait pas en fait ce qui va se passer, donc c'est toujours un peu flippant, quoi. Mais donc c'est toujours excitant pour toi tout ça? Moi je suis quelqu'un de très stressé, et c'est vrai que moi j'ai du mal encore à me dire il faut que j'accepte le fait que je sais pas comment ça va se passer. C'est-à-dire que moi j'aime bien quand ça se passe bien, et c'est vrai que quand ça se passe pas entre guillemets comme j'ai envie que ça se passe, ça a tendance un peu à me déstabiliser, mais c'est normal, je suis en train d'apprendre et tout, et je pense que moi, mon pire ennemi sur scène, c'est ça en fait, c'est moi-même, dans le sens où je peux être stressé et tout, donc je suis en train de travailler beaucoup là-dessus, et essayer d'être au plus naturel possible, parce que c'est vrai que quand on est un peu stressé, on pense à autre chose, on a tendance à perdre de son naturel, surtout que moi, dans mon spectacle, je raconte vraiment une histoire, mon histoire du début à la fin, donc pour faire rentrer les gens dedans, il faut déjà être dedans soi-même dans la façon de le faire et tout, donc je suis en train d'apprendre tout ça, mais bon, ça se passe bien, quoi. Mais est-ce que t'as l'impression que, parce que moi je suis un peu pareil, c'est-à-dire que j'aime le côté aventure de ce milieu, mais parce que je suis aussi quelqu'un stressé en général, on cherche quelque part d'avoir l'assurance que ça va bien se passer, mais quelque part on peut jamais assurer ça. Et c'est ironique justement, parce qu'on peut. C'est exactement quand t'as un rendez-vous avec une fille et que tu sais pas comment ça va se passer, et des fois c'est arrivé d'avoir des rendez-vous et tu savais pertinemment que
que tu lui plaisais, qu'il y avait de grandes chances que ça se fasse, et automatiquement, le rendez-vous, tu te sens bien, t'es beaucoup plus naturel parce que t'as pas entre guillemets un jeu à jouer, parce que t'essaies pas de te forcer ou lui faire plaisir, donc du coup c'est beaucoup plus simple, et c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'on est tout le temps stressé au début de spectacle, et quand on a les premiers rires, ça va mieux. Voilà, c'est de toute façon, c'est le public qui dit c'est bon, je te valide maintenant. Voilà, après c'est vrai que quand tu commences la première minute, t'as pas de rire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième minute, des fois tu dis waouh. C'est-à-dire que là il me reste encore presque 1 heure à tenir sans rire comme ça. Et après tu peux les avoir plus tard et tout machin. Mais voilà, faut pas penser à tout ça. De toute façon, les gens quand ils viennent, ils disent on vient pour rigoler. Après ils s'en foutent de nous, nos états d'âme, comment on se sent et tout. Et mieux on se sent, plus on est naturel, et plus ça coule de source. C'est-à-dire qu'on peut... Mais ça fait un moment que t'es pas dans une situation où tu reçois pas un rire première. Ah non, mais j'ai pas sans prétention, c'est rare que j'ai eu des soirées où ça s'est mal passé. Mais on est tous dans des phases, tu sais, où on doute. Moi, je sais que là, mon premier spectacle, je l'ai fait pendant 2 ans. Et là, en fait, je le réécris. Mais à 90%, donc c'est comme si c'était un nouveau spectacle. Et ce qui fait peur, c'est que tu te dis, donc j'avais un premier spectacle qui marchait plutôt bien. Là, je remets tout en question, j'en réécris un autre. Même si c'est dans la même lignée, puisque c'est celui-là. En fait, pas assez de personnes sont allées voir le premier pour se dire il fait un nouveau spectacle, tu vois. Et tu te dis déjà le premier marchait bien, pourquoi pas l'avoir plutôt repunché plutôt que réécrire plein de trucs, parce que moi j'ai envie d'aborder aussi l'histoire d'une façon différente. Et après t'as aussi les 2 ans d'expérience qui font que t'as envie d'aller vers un autre chemin. Mais voilà, là t'es dans la phase où je me pose des questions, je l'ai pas encore joué, je suis en train de l'écrire, je suis en train de le finaliser. Et je me dis, est-ce que ça va plaire autant? Et je sais très bien que au départ, il fera moins rire que l'autre, mais je sais très bien que de la façon dont je le fais, après, il va acquérir une expérience qui, automatiquement, il sera vraiment beaucoup plus fort que le premier, et il aura plus d'épaisseur. Mais bon, là, t'es dans la phase. Mais pour avoir cette confiance, c'est pas évident. D'avoir la confiance de dire, ok, peut-être je vais recevoir moins de rire au début, mais j'ai confiance que mon histoire. Voilà, c'est ça. En fait, je dis ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui sont prêts à faire ça, justement. Tu vois, c'est pas facile parce qu'on cherche la vanne. Les humoristes avec leur premier spectacle, c'est vrai, avant d'être connus, ils le gardent 5-6 ans souvent. Tu vois, il y en a, tu vois beaucoup d'humoristes mais parce que pendant 5-6 ans, ils l'ont fait évoluer. Maintenant, je pense que le contenu, j'ai ce qu'il faut, j'ai l'histoire, j'ai les ingrédients pour raconter quelque chose. Maintenant, c'est le contenant, c'est-à-dire la façon d'aborder la chose. Moi, dans mon spectacle, je raconte des histoires qui me sont arrivées, qui sont un peu, qui peuvent peut-être avoir, qui peuvent peut-être des fois mettre mal à l'aise, parce que je parle par exemple de problèmes de santé que j'ai pu avoir. Et c'est ça, en fait, c'est être sur scène et pouvoir pouvoir prendre la distance, en fait, par rapport à cette histoire, pour pas mettre les gens dans une qui est pas un côté anxiogène, en fait, où ils se sentent mal à l'aise par rapport à ça. C'est-à-dire que le but, c'est qu'ils rient quand même. Donc justement, la difficulté, c'est de faire rire avec des trucs plus ou moins difficile, plus ou moins dur, et que les gens justement sortent du spectacle en se disant c'est quelqu'un qui nous a fait rire et qui nous a touché en même temps, et pas tomber dans du pathétique où tu te plains. Donc c'est ça en fait la difficulté. Donc des fois tu racontes des trucs un peu durs et faut que tu aies derrière la vanne qui va tout désamorcer, et tu vois, qui va te faire oublier ce que tu as dit juste avant, et que les gens sortent. Parce que moi je trouve que dans un spectacle, les vannes, c'est sûr, c'est important, c'est ce qui rythme, mais c'est ce qui rythme une histoire, en fait. Et moi je trouve que c'est très important d'avoir une histoire dans un one man où tu racontes vraiment quelque chose, c'est-à-dire avec un début, un milieu, une fin. Alors après, j'ai rien contre les purs stand-uppers, mais tu vois, qui vont faire un sketch sur le métro, après qui vont faire un sketch sur un lampadaire et tout. Moi j'aime bien aussi, après je raconte aussi mon histoire, j'aime bien aussi qu'il y ait un déroulement, c'est-à-dire que mon spectacle part vraiment du début de ma vie jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en fait si on résumait un petit peu le spectacle, c'est comment toutes ces galères, tous les trucs qui ont pu m'arriver dans la vie m'ont amené là en ce moment devant vous sur scène, en fait. Parce que c'est ça le but, c'est d'expliquer que si j'avais pas eu toute cette vie, peut-être que je serais pas monté sur scène pour le raconter. Donc c'est ça en fait. On ne sera pas là maintenant, ce soir. Pas là maintenant, voilà. Donc c'est ça en fait. Et j'aime bien, et je trouve que l'histoire est très importante. Des fois, on peut très bien sortir d'un spectacle en se disant putain, c'était génial, c'était super drôle.
mais on a pas retenu, il y avait pas d'histoire, donc on a pas retenu, donc on a un peu, on se dit ouais c'était drôle. On oublie facilement. Qu'est-ce qui t'a fait rire? Je sais plus, mais je sais que c'était drôle. Ouais. Alors que là, le fait d'avoir une histoire comme ça, je trouve que pour moi c'est important en tout cas. C'était quoi le déclic pour toi de dire ok, j'aimerais vraiment tout changer, j'aimerais déjà aussi avoir de l'aide pour le faire. Je sais pas si tu travaillais déjà avec quelqu'un avant. Non. Donc là, le fait de... Quoi, si je travaillais avec Yann à la mise en scène, j'avais pas de co-auteur. Non, bon, je parle de l'écriture là. Mais non, c'est que déjà aussi ce qui a fait la différence, c'est que pendant 2 ans j'étais tout seul, et là j'ai trouvé une prod qui s'occupe de moi. Donc déjà qui pouvait me donner des moyens que moi j'avais pas au début, et je trouve que c'est mieux aussi d'avoir du recul sur les textes que t'écris. Et c'est vrai que moi, le spectacle au début c'était la première fois que j'écrivais, donc j'avais peut-être pas forcément les mécaniques d'écriture, et c'était un petit peu, je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient un peu faciles. Alors je dis pas des trucs déjà vus, mais des trucs un peu faciles où je pouvais aller plus en profondeur. Comme je raconte une histoire, je voulais aller plus en profondeur dans l'histoire. C'est-à-dire, j'avais l'impression de pas assez développer les trucs. Par exemple, j'ai une maladie génétique, tu vois, et dans le spectacle le premier, j'en parlais sur 5 phrases. Ouais. Tu vois. Et je me dis non. Je pense que c'est un truc qu'on peut développer, en parler. Donc là, j'en ai carrément fait un sketch entier dessus, tu vois. Donc et voilà. Et c'est vrai qu'après, j'avais tendance à faire des vannes un petit peu faciles parce que je parlais. Moi, c'est beaucoup d'autodérision dans le spectacle. Ouais. Donc c'était beaucoup de vannes sur mon physique. Donc je veux dire, on en fait un petit peu, d'accord, mais il y en avait un peu trop. Donc j'ai essayé d'aborder ça de manière un peu plus philosophique et plus intelligente. Ouais. Donc c'est pour ça. Mais c'est flippant parce que j'aurais très bien pu garder ce spectacle, réécrire quelques trucs et le garder encore 3-4 ans. Ouais. Et je pense que ça aurait marché aussi. Mais je pense que ça aurait marché. Mais celui-là, je ne sais pas du tout si ça a marché ou pas. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'ai une confiance totale en ce que j'écris, avec les personnes avec lesquelles je travaille. Et moi, je cherchais avant forcément la vanne pour la vanne. C'est-à-dire que le but, c'était pour moi de mettre le plus de vannes possible. J'avais un sketch qui marchait bien, qui s'appelait Adopt. Et il y avait à peu près une vanne toutes les 2 phrases. Alors il marchait bien, mais le fond de l'histoire, il n'y avait pas de fond d'histoire en fait. Ça racontait l'histoire d'une fille que j'ai rencontrée qui était pas jolie physiquement. Ça marchait très bien. Ça marchait très bien, et c'était des vannes pour moi faciles. Alors que là, je veux prendre le risque à la limite de mettre moins de vannes, par exemple d'accepter de ne pas avoir de rire pendant 30 secondes parce que je pose une situation, et en fait de faire rire les gens sur la situation que je raconte et pas forcément sur la vanne, pas faire une vanne sur une vanne. Après c'est clair que oui, j'ai besoin bien sûr d'avoir des vannes pour me rassurer aussi à moi, et parce que j'ai toujours été comme ça, j'aime bien avoir des punchs un peu partout. Mais là c'est plus dans l'histoire, c'est-à-dire les amener quelque part, et là, bim, j'envoie une vanne qui... alors qu'avant c'était un enchaînement de vannes, donc voilà. T'en es où avec tout ça? Là je suis vraiment depuis 2 mois je suis dans la phase je suis une merde, ça marchera pas, j'arrive pas à écrire, j'arrive pas à me concentrer, je trouve un truc, je dis c'est génial, je m'endors, je le relis le lendemain, je fais c'est de la merde. Comment tu expliques ça? Parce que je suis pareil. Parce que je pense que là on est dans une phase de doute, où on n'a pas confiance, en tout cas pour moi c'est ça, j'ai pas confiance en moi, donc j'ai besoin en fait d'être rassuré par rapport à d'autres personnes pour qu'ils me disent c'est bien, et en fait non, faut surtout pas faire ça. Je veux dire, c'est nous qui allons sur scène, donc c'est nous qui avons les rênes, c'est nous qui décidons, et en fait c'est ce truc que je fais un peu plus, mais j'avais du mal à faire, c'est-à-dire prendre une décision, avoir confiance en moi en me disant Greg, beaucoup de gens ont fait appel à toi pour écrire, donc c'est que t'es un bon auteur, donc aie confiance en ce que t'écris, va au bout du truc, ne demande pas l'avis à tout le monde, parce que le problème c'est quand on demande l'avis à tout le monde, il va dire ah non putain tu devrais faire ça, et l'autre tu fais ah bah non tu devrais faire ça, ça, du coup tu sais plus du tout quoi faire. Donc voilà, c'est le truc de mettre les couilles sur la table, et de prendre ses responsabilités et d'écrire et de tester. De toute façon la seule façon c'est d'écrire, de tester, et après c'est comme ça que ça vient. Mais c'est vrai que là je suis dans une phase un petit peu où je me dis parce que là j'ai une échéance qui est le Festival d'Avignon. Ah oui, tu vas le faire. Ouais, donc c'est un peu flippant parce que je me dis mais c'est bien quelque part d'avoir d'avoir cette échéance, mais je me dis en fait ce qui aussi fait peur, c'est que maintenant quelqu'un s'occupe de moi puisque j'ai une prod, donc c'est-à-dire que maintenant je dois rendre des comptes. Avant j'avais pas besoin de rendre des comptes, là je dois rendre des comptes, c'est-à-dire c'est des gens qui investissent de l'argent pour toi, donc tu dois rendre des comptes déjà à toi, aux personnes qui t'entourent et aux personnes avec qui tu travailles, et t'as envie de bien faire, t'as pas envie d'aller à Avignon avec un spectacle moyen. En même temps, comme c'est Avignon et que c'est un nouveau spectacle, c'est pas un spectacle que t'as testé non plus avant. Donc c'est une façon aussi, est-ce que à Avignon tu peux pas avoir un spectacle au top
ce sera forcément une phase où tu vas le tester. Alors c'est pas un truc où tu vas faire 20 minutes et tu vas tester des vannes où t'es pas sûr. T'es quand même sûr du spectacle, mais c'est en fait Avignon, c'est un passage pour justement commencer après à la rentrée à Paris, quoi. Tu veux pas faire un showcase avant à Avignon pour juste tester un peu, mais je me dis qu'avant fois. de faire le showcase, faut surtout que j'ai fini d'écrire le spectacle. Ça c'est un détail. C'est ça, parce que je me dis, j'ai la structure du spectacle, j'ai pratiquement tous les sketchs, mais pour moi, ils sont pas encore assez développés pour que j'en sois content, en fait. Oui. Et ça marche bien avec Navo et ouais, avec Navo, au début, il renvoie la balle. Ouais, au début, au début, justement, on écrivait ensemble. Et après, moi j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Navo. Je trouve que c'est quelqu'un de très intelligent, très drôle et qui a les vannes qui lui viennent comme ça. Ouais. Et c'est vrai que des fois il avait tendance à me donner des vannes que je trouvais drôles, mais que par contre je trouvais pas adaptées pour moi. Et peut-être au début je me disais ouais c'est pas mal parce que aussi j'avais aussi un peu impressionné par la personne et je me disais peut-être ces vannes sont pas adaptées à moi, donc là on a réussi à trouver un rythme de travail où en principe j'écris de mon côté et lui il vient par dessus pour machin. Des fois on se fait des séances où on écrit ensemble et tout, donc non franchement ça se passe très bien. Je le trouve vraiment talentueux et là où il m'impressionne c'est que par exemple moi j'ai une façon de parler dans mon spectacle qu'il a repéré, et par exemple il me dit tiens j'ai une vanne, et là il me fait la vanne comment lui l'aurait faite, et après il me dit tiens et maintenant je vais te la faire comment toi tu l'aurais faite avec tes mots et tes structures de phrases, et à chaque fois il grégorise la vanne. Il grégorise la vanne et à chaque fois il tape dedans et je dis putain il me fait halluciner quoi, donc non ça se passe très bien en plus, ouais, c'est vraiment une personne très intelligente qui a beaucoup de recul. Et au-delà des vannes, il arrive aussi à trouver, à uniformiser un petit peu. Par exemple, je sais que les 3/4 de mes sketchs dans mon spectacle, c'est des sketchs où je parle de choses qui me sont arrivées, donc où j'ai le recul en fait pour raconter. Et là, j'ai écrit un sketch il y a pas longtemps sur ma copine. Et lui, tout de suite, moi, j'ai pas du tout pensé à ça. Il m'a dit, tu vois, c'est bizarre parce que tout ton spectacle, tu parles sur des choses qui te sont arrivées et t'as le recul pour en parler. Là, t'es en train de parler de quelque chose que t'es en train de vivre. Ouais. Et t'as pas le recul, donc ça peut être différent, ça peut être différent. Donc voilà, il a ce recul-là pour me le dire et tout, et pour donner aussi en plus des vannes un sens au spectacle, justement une histoire, comme je disais, quoi. Ouais. Tout relié en fait. Donc non, je suis très content de bosser avec lui. Ouais, c'est cool. Je suis aussi content. Justement, je trouve ça impressionnant à quel point, déjà le fait qu'il travaille avec plusieurs personnes et il arrive à s'adapter à la personne et vraiment donner, à s'adapter aux besoins de chacun de nous. Ça c'est impressionnant. Donc ok, revenons sur Nice. Tu étais à Nice, donc tu es monté à Paris pour faire la radio. Pour faire la radio, ouais. Et donc t'as fait un peu. Donc c'est ton oncle qui a payé le. Voilà, j'ai fait une école de radio pendant 2 ans. J'ai fait des stages à côté. Et après, en 2006, j'ai commencé à bosser sur. J'ai commencé à bosser sur Voltage. C'est mon premier vrai métier où j'avais un vrai salaire, où j'étais plus stagiaire là. Ouais. Sur Voltage, je faisais le morning le matin. Donc ça, j'ai commencé à apprendre à me lever à 4h du matin. Ah oui. C'était dur. Ouais. Et donc je faisais des personnages, j'étais auteur, je faisais des jeux et ça a été 2 superbes années. C'était un morning exclusivement parisien, mais il y avait un très bon accueil en fait, et on a arrêté tout simplement parce que je crois qu'on coûtait trop cher à la radio au niveau des. Vous étiez combien ? On était 3. D'accord. Et donc tu as écrit, tu as joué des personnages aussi. Voilà, c'est ça. J'étais Sniper. Alors Sniper, c'est celui qui l'animateur principal parle et il sort une vanne quand il faut. Oui. Et je faisais des persos, c'est-à-dire que je parlais à l'antenne et genre l'animateur disait oui, on va recevoir tout à l'heure un inventeur qui ramène une superbe invention. J'arrivais, je faisais une autre voix, ça faisait cheap mais c'était drôle en fait. Il y avait des vannes et tout, et surtout ce qui marchait très bien dans cette émission, c'est qu'il y avait vraiment une complicité et les gens s'identifiaient énormément, c'est-à-dire qu'ils avaient envie d'être nos amis. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour Touche pas à mon poste, c'est-à-dire qu'après on peut critiquer ou pas le contenu de l'émission, mais on voit quand même qu'il y a eu une complicité entre les animateurs qui fait qu'on les aime bien, on a envie d'être amis avec eux, même s'il n'y a pas de contenu. Bon, après ça c'est chacun son avis. Voilà, c'est un truc, ça fait plaisir. On aime bien voir cette émission, quoi. Je pense que c'est très important ça. On peut aller très loin en donnant cette impression qu'on est un bande de copains. Ça marche. Ah oui, c'est sûr, ça marche. Ouais. Et donc ça, j'ai fait ça pendant 2 ans.
Après, au bout de 2 ans, j'ai eu des petits soucis de santé. Ouais. Donc c'était en 2008. J'ai dû me faire opérer du cœur en urgence. Ah oui. Parce qu'on m'a décelé une maladie justement génétique. Donc là, ça a mis cours à plein de choses, notamment à la radio. Et c'est là où ça a été quelque chose d'assez délicat, parce qu'entre le moment où j'ai appris que j'allais me faire opérer du cœur et le moment où on m'a opéré du cœur, il s'est passé 2 jours. Donc quand ça te tombe sur la gueule, comme ça. En plus, je me rappelle que ce soir-là, parce que je suis DJ aussi, donc je mixais à côté. Ouais. Et j'avais vraiment des nuits très longues, dans le sens où des fois je mixais de minuit à 4h du matin, je rentrais chez moi, je me prenais une douche et j'enchaînais la radio après de 6 à 9. Aïe, ouais. Et ça arrivait un soir comme ça où j'ai eu une douleur et tout, et c'est là où ils m'ont décelé donc une maladie génétique, ils m'ont opéré en urgence. Donc tu venais d'apprendre que tu avais cette maladie, ou tu savais déjà que tu avais cette maladie? Ah non, je savais pas du tout. Donc tu apprends que tu as une maladie génétique. Voilà. 2 jours après, il faut se faire opérer du cœur. En fait, non, j'apprends, je vais me faire opérer du cœur, et après, eux disent que c'est une maladie génétique, parce que j'avais quand même pas mal de symptômes qui laissaient croire que j'avais cette maladie. Ouais. Mais quand il m'a dit que j'avais une maladie génétique, moi, sur le coup, je m'en foutais, en fait. Pour moi, l'information principale, c'était je vais me faire opérer du cœur. C'est clair. Donc je me suis fait opérer du cœur. Ils m'ont dit vraiment que j'ai eu beaucoup de bol et que ça s'est joué à rien. Et là, je me suis vachement remis en question. J'ai remis en question ma vie, tout ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, moi, j'ai toujours voulu monter sur scène. Alors, il y en a toujours des gens qui disent, j'ai une histoire, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que après j'ai voulu monter sur scène. Moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est ça qui m'a fait flipper. Je me dis, j'aurais pu mourir. Pour moi, je considère ça comme une nouvelle vie. Monte sur scène, quoi. Et je me dis, autant faire 2 en 1, raconte ton histoire, en fait. Parce que je me suis rendu compte, avec le recul de tout ce qui m'était arrivé, je me suis dit, putain, il m'est quand même arrivé pas mal de couilles en peu de temps. Pourquoi pas, justement, le raconter sur scène pour un peu exorciser tout ça, en fait. Pour voir la scène. Parce que c'était quelque chose, un désir caché depuis longtemps. Parce que moi, j'ai toujours voulu faire rire les gens, j'ai toujours fait rire les gens. Ça m'a toujours plu de le faire. Et je me suis dit, la meilleure façon de le faire, c'est sur scène. Alors après, oui, bien sûr, ça me plairait de le faire au cinéma. Je l'avais déjà fait à la radio. Ça me plairait de le faire à la télé. Mais là, le vrai contact avec le public direct, c'est sur scène. Alors oui, c'est sûr qu'on a toujours peur de le faire, mais je me rappellerai toujours comment ça s'est passé. En fait, je suis passé devant le Café de Paris au Changeman Comedy Club, et j'ai vu qu'il y avait une scène ouverte. Donc j'y suis allé pour voir comment ça se passait et tout, et après je suis allé voir Françoise Deldy qui s'occupe de ça, et je lui ai dit, est-ce que c'est possible de m'inscrire dans 2 mois? Et elle m'a dit, non mais nous on fait à la semaine et tout. Et je fais, je préfère dans 2 mois. Et elle m'a dit, pourquoi? J'ai pas encore écrit le sketch, mais au moins moi j'ai besoin d'échéance, parce que je suis un peu un feignant, je suis un mec du Sud, j'ai besoin de date butoir, en fait. Et elle m'a dit, ok. Mais là, je le savais, j'avais 2 mois pour écrire un sketch, quoi. Et je me suis dit, vas-y, écris. Et j'ai écrit mon sketch d'Adopte. Ouais. Et je l'ai joué la première fois, et je me rappellerai toujours ma première scène. C'est la première fois de ma vie que je montais sur scène. Juste avant moi, il y avait une fille qui faisait un espèce de slam à la guitare sur sa sœur qui s'était suicidée, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait plombé toute la salle. Et maintenant, Greg, moi. Voilà. Et après, moi, j'avais enchaîné, et ça s'était très très bien passé. Donc, j'étais très content. Et du coup, j'étais revenu la semaine d'après et j'avais fait l'erreur que tout le monde fait. Je me suis dit, la première fois, c'est très bien passé, c'est bon, je suis super, je suis génial, je suis le plus drôle. J'y suis allé les mains dans les poches, genre me dire, de toute façon, c'est facile comme métier. Et je me suis pris un gros four parce que j'avais trop confiance et j'ai perdu mon texte. Et ça a été ma première leçon, quoi. Et il y a une règle de deuxième dans ce métier. Je sais pas, tout le monde dit une règle de deuxième. Mais en fait, moi, j'avais tellement pris la confiance sur le premier. J'étais tellement d'appréhension, je m'attendais tellement pas que ça marche. Et ça avait tellement marché que je me suis dit, en fait, c'est facile ce métier, quoi. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette règle. Ouais. Je sais pas, c'est un mélange parce que la première fois, tu te défends, défends ton texte, tu défends tout. Ouais. Et donc, la deuxième fois, justement, tu dis, parce que justement, souvent, la première fois, ça va. Ouais. Donc, tu dis, ok, ça va. La deuxième fois, ça passera aussi. En fait, non. Et après, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire et tout. Et j'ai commencé à faire des scènes ouvertes. C'était un beat genre silence ou t'as fait le même sketch? Ah non, c'est pas ça, j'ai fait le même sketch, mais en fait, j'ai eu un blanc. Ouais. Et j'ai même pas cherché à essayer de retrouver mon texte. Ouais. C'est-à-dire, j'ai fait un blanc au bout de 2 minutes et je trouvais pas mon texte et j'ai dit merci beaucoup et je suis sorti de la scène. Ouais. Donc c'est-à-dire les gens ils m'ont regardé, il est sérieux, il a parlé de 2 minutes. Donc, et il s'en va. Ça marchait pendant les premières 2 minutes, après tu dis j'ai oublié. Ça marchait un peu, mais on voyait quand même que j'étais en hésitation encore, j'étais pas, alors que l'autre j'étais tellement concentré à bien faire, je m'étais vraiment appliqué. Ouais.
Et voilà. Et après, du coup, t'es allé à la 3e et j'étais encore plus flippé que la première fois que je suis passé et tout. Et non, mais c'est cool parce que tout ça, après, aussi de faire des scènes ouvertes, ça nous permet de rencontrer. Moi, ça m'a permis de rencontrer tous les humoristes, de rencontrer tout le monde, tu vois. Et c'est un petit milieu. C'est un petit milieu et tout. Et bon, après, il y a des clans, hein, bien sûr, qui se font. Donc, t'as des gens avec qui t'as plus d'affinité que d'autres et tout. Et c'est comme ça, j'ai commencé à écrire jusqu'à ce que j'ai l'équivalent d'un spectacle, quoi. Ouais. Ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris 2 ans, je crois, parce que j'ai commencé à écrire. Je me suis opéré le 3 juin 2008 du cœur. C'est marrant parce qu'en fait, moi, je crois beaucoup aux dates. Ouais. Et en fait, on m'a annoncé que j'allais me faire opérer du cœur le 27 mai 2008. Et je me suis opéré du cœur le 3 juin 2008. Et ma première scène au Changeman, donc la première fois que je suis monté dans la vie, c'était le 27 mai 2010. Donc alors que c'était et la première 2 ans plus tard. Voilà. Et la première fois que j'ai joué mon spectacle en entier, c'était dans le Var et c'était le 3 juin 2010. D'accord. Donc c'était marrant quoi. C'était marrant. Ouais. Voilà. Donc je sais que et ça m'a tellement touché que je l'avais dit à la fin du spectacle, j'avais fait mon premier spectacle, c'était bien passé. Ouais. Et à la fin, donc, j'avais raconté mon histoire pendant le spectacle, et j'avais dit c'est marrant parce qu'il y a 2 ans pile, à cette heure-ci, j'étais sur une table d'opération en train de me faire opérer du cœur, à savoir si j'allais survivre ou pas. Et là, je suis devant vous sur scène, donc voilà, ça m'avait vachement ému, quoi. Ah, c'est clair. Et j'avais ému des gens, donc c'était cool aussi. Ouais. Donc. Mais est-ce qu'à ce moment-là, t'avais l'impression vraiment que t'as trouvé ton métier? Oui, moi, de toute façon, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu faire rire les gens. Après, je me suis jamais dit par quoi ça allait passer, par la scène, par la radio. Tu étais celui qui était drôle dans Voilà, j'étais celui qui était drôle. En fait, j'étais celui qui avait un peu, qui était timide et en fait, pour éviter de me faire chambrer, je chambrais beaucoup. Donc c'est là où j'ai commencé à faire mes armes et tout. Je chambrais toujours tout le monde comme ça. Je préférais chambrer moi avant qu'on me chambre. Ouais, d'accord. Donc j'avais toujours le dernier mot. Donc ça, je savais que les gens ne venaient pas me chambrer. T'avais des frères et sœurs? J'avais une petite sœur, ouais. Enfin. Je sais que les gens venaient pas me chambrer parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire chambrer. Après, j'ai commencé à grandir et tout, à avoir un gabarit plus imposant que la normale. Donc là, j'avais plus besoin de chambrer. Ouais. Et mais non, mais sinon c'était. Donc c'est là où t'as fait tes armes, ouais. Ouais, c'est là, ouais. Et même dans le spectacle, je dis des trucs un peu sur moi. C'est une façon de le dire moi pour pas que les autres aient à le dire, quoi, en fait. Ouais. Donc est-ce que c'est aussi une manière d'exorciser Ah, mais bien sûr. Après, on dit surtout la scène, c'est une séance de psy. Bien sûr, en fait, moi, le fait de raconter mon histoire aux gens, c'est en fait, moi, je dis au début du premier spectacle, je disais ça me faisait chier en fait de payer une personne pour lui raconter mes problèmes. Et je fais là où j'ai trouvé un subterfuge, c'est que maintenant c'est les gens qui payent pour écouter mon histoire, quoi. Donc je remercie le public parce que c'est un peu mes psychologues. Donc après, j'ai pas envie non plus de rentrer dans un truc où je leur impose aussi une histoire où ils se sentent mal à l'aise par rapport à ça. C'est-à-dire que j'essaie de prendre du recul par rapport à l'histoire pour pas que les gens ils se disent waouh, il va nous raconter un truc. Dans le spectacle, je me plains jamais en fait. Parce que je dis bon, il m'est arrivé ça et tout, je raconte ça, mais en fait c'est cool. C'est cool parce que c'est. Bon, c'est là, à mon avis, le côté art. C'est-à-dire que tu rends quelque chose qui est personnel et divertissant aussi. Tu vois, c'est ça. Il faut faire les deux. Parce que si tu penches trop vers le divertissement, il y a plus de fond. Si tu vas trop dans le fond, c'est plus drôle. Et les gens disent mais c'est ça, vraiment trouver le juste milieu pour pas tomber dans des trucs un peu gênants pour les gens qui les mettent dans une situation où ils se disent ouais, ok, le mec se plaint et un peu pathétique et tout, donc donc là, Avignon, c'est à quoi, 3 mois ici? Et en plus j'ai jamais fait Avignon, donc pareil que c'est difficile dans le sens où on joue 30 jours d'affilée, on fly la journée et tout, donc en plus, quand on n'a pas la notoriété, c'est plus difficile de remplir. On remplit que au bouche à oreille, quoi. Donc voilà, c'est. En fait, j'essaie de pas penser à Avignon. J'essaie de penser surtout au spectacle, en fait, parce que j'ai l'impression que plus je pense à Avignon et moins j'avance dans le spectacle, parce que je me dis j'y arriverai jamais. Après, c'est vrai que dans ce milieu, c'est marrant parce qu'on peut très bien mettre 3 ans à écrire un spectacle, à galérer, et des fois, d'un coup, en 2 mois, on peut en écrire un, quoi. Donc moi, il est écrit le mien, quoi. Il est écrit à 70%, mais j'ai l'impression que c'est ces 30% qui vont me faire accepter le spectacle ou pas. C'est-à-dire que là, je me dis, il est bien, mais il manque quelque chose encore. Et je sais que c'est ces 30%, alors c'est pas au niveau de la longueur, mais au niveau plus du contenu, des punchs, de la dynamique aussi de l'histoire du spectacle.
Donc voilà, c'est tout ça, quoi. D'accord. Et donc, depuis 2008, donc ouais, tu commençais à monter à 2010. Est-ce que tu as eu d'autres problèmes ou l'opération du cœur, ça a réglé le problème ou c'est... Ça a réglé le problème. En fait, moi j'avais eu d'autres problèmes en 96, en 98 où je m'étais fait opérer du dos et des poumons, mais on pensait que c'était juste un truc comme ça. Et en fait, c'était lié avec le même... lié. En fait, on a fait le rapprochement. Ouais. Et là maintenant, non, je suis sorti d'affaire. Ouais. C'est une opération qui est lourde, mais une fois qu'elle est faite, elle s'inscrit dans le temps où ça bouge pas en fait. D'accord. La maladie, c'est un truc général. La maladie, c'est spécifique au cœur. La maladie, en fait, c'est le syndrome de Marfan et c'est une maladie. Alors le truc scientifique, c'est une maladie autosomique dominante du tissu conjonctif. En fait, ça se traduit par une hyperlaxité des membres. C'est-à-dire que j'ai tous les membres hyperlaxes. D'accord. Mais si c'est les jambes et les bras, ça c'est pas grave. Ouais. Mais par exemple, si c'est l'aorte au cœur, tu vois, c'est-à-dire qu'elle se détend jusqu'au moment où bam, elle pète. Ouais. Et là, bah, tu meurs sur le coup. Donc en fait, ils m'ont changé un bout d'aorte et ils m'ont mis une valve mécanique. On a tous une valve cardiaque dans le cœur. Et là, il m'a mis une valve mécanique qui permet justement de pomper le sang et d'envoyer au truc. Donc après, l'opération en elle-même, elle est très lourde. Elle fait, je crois, 12 heures, machin. Mais avec les progrès de la médecine, maintenant, c'est une opération qui ça peut pas bouger, ça peut pas se casser en fait. D'accord. Voilà. Et comment tu savais que tu commençais à sentir des douleurs et c'est pour ça Non, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que la douleur que j'ai eue au cœur n'avait absolument rien à voir avec la dilatation de mon aorte. C'est-à-dire que ça devait être une période où je bossais beaucoup, où je fumais beaucoup de clopes, et c'est ça qui peut-être m'a déclenché le truc. Et quand je suis allé là-bas, ils m'ont dit ça doit être une péricardite, donc c'est de l'eau dans le sang, c'est pas de l'eau dans le cœur, c'est pas grave. Et ils m'ont dit on va quand même vous faire une écho cardiaque, et c'est en faisant l'écho cardiaque qu'ils ont vu que mais ça avait rien à voir. C'est pour ça que j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que déjà ils m'ont dit comment t'as fait pour tenir autant sans qu'elle, je crois qu'elle était dilatée à plusieurs millimètres, plusieurs dizaines de millimètres. Ils m'ont dit normalement ça pète et tout, la tienne n'a pas pété. Bah, à partir du moment où elle pète, tu meurs dans les 30 secondes. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis dit putain, j'ai eu vraiment beaucoup de bol dans mon malheur. Et c'est ça en fait le résumé de mon spectacle. Tu sais, il m'arrive plein de merde et tout, mais finalement en fait toutes ces merdes, c'est ce qui m'ont forgé, c'est ce qui m'ont permis de monter sur scène. Et en fait je dis j'ai beaucoup de malheur, mais en fait non, pas du tout, j'ai beaucoup de chance dans mon malheur. Donc et c'est pour ça à aucun moment je veux me plaindre et me dire que bah c'est tous ces trucs qui me sont arrivés dans la vie qui font que je suis sur scène avec vous et je raconte plein de choses. Je raconte la maladie, j'explique la maladie, je dis je suis le parrain de l'association aussi, donc ça c'est important aussi pour moi d'être le parrain de l'association de ma maladie. D'accord. Donc et voilà, je rigole au début dessus en disant que elle est pas connue cette maladie. Je fais la preuve, le parrain de l'association c'est moi. Ouais. C'est-à-dire que de tous les mecs connus qui ont cette maladie je suis le plus et qui sont pas encore morts, le plus connu c'est moi en fait. Donc voilà, je parle de ça et tout. Donc et ça touche combien de gens? Ça touche pas mal quand même, mais en fait cette maladie elle est pas dangereuse dans le sens où elle se traite très bien. Là où c'est dangereux, c'est qu'il y a aucun signe avant-coureur qui te dit t'as cette maladie. Tu vois, donc ça peut arriver. Normalement, de toute façon, c'est une maladie congénitale et donc t'as dès la naissance et qui se transmet de toute façon. Ouais. Moi, j'étais le premier de la famille à l'avoir, mais je sais que par exemple, mon enfant aura une chance sur deux de l'avoir. Ouais. Mais l'avantage, c'est que on le saura dès le début. Ouais. Et beaucoup de gens meurent comme ça d'un coup, et beaucoup de gens connus l'avaient. Charles de Gaulle avait cette maladie. Ah bon? Le général de Gaulle l'avait. Aménophis, le fils de Toutankhamon, avait cette maladie. Ouais. Je crois que c'était Abraham Lincoln aussi qui l'avait. Ah bon. Donc ouais, c'est une maladie, le syndrome de Marfan, et beaucoup de, il y a quand même pas mal de personnes qui ont. Je crois que ça touche une. Après, je sais pas du tout les chiffres. Hein. Je fais pas mon travail de parrain, mais je crois que ça doit peut-être une personne sur 2-3 000. Après, c'est dans le développement de la maladie où c'est différent. Certaines vont avoir le syndrome de Marfan et vivent très bien, mais c'est très rare, dans le sens où ils vont jamais être opérés ni du cœur, ni du dos, ni des poumons. Ça attaque aussi des fois les yeux. Il y en a qui vont avoir que les yeux, il y en a qui vont avoir que le cœur. C'est pour ça, moi, j'ai eu le PAC. J'ai vraiment, à part les yeux, j'ai vraiment fait le cœur, le dos et les poumons. Mais voilà, c'est une maladie qui se traite très bien et les membres de l'association font vraiment beaucoup de choses pour.
Et non, c'est vraiment, je suis vraiment très fier en fait d'être le parrain de cette association, et vraiment j'ai hâte d'être connu pour pouvoir faire justement des événements qui permettront de soulever des fonds, parce que je me dis que tous les gens qui étaient avant dans cette association et qui se sont battus pour soulever des fonds et pour développer les opérations, tout ça, peut-être que s'ils n'avaient pas fait tout ça, je serais pas là en fait pour en parler. Donc c'est important pour moi de penser aussi au futur, et peut-être de trouver aussi un médicament, des médicaments qui permettraient encore d'améliorer encore plus la condition, c'est-à-dire d'éviter. Il y en a qui existent déjà, mais encore plus puissants, qui permettraient justement d'éviter cette opération du cœur qui reste quand même l'opération la plus importante. Ouais. La plus importante. Donc je suis très très content. Et c'est pour ça que j'avais aussi besoin d'en parler. Parce que même si le spectacle après il a pas fait rire aux gens, normalement c'est pas le but, il fait pas rire les gens et tout, au moins ils sortent en sachant que voilà, c'est-à-dire que je me dis par exemple il y a 100 personnes qui sont dans ma salle ce soir, je sais qu'il y a 100 personnes de plus qui connaîtront le syndrome de l'enfant. Alors peut-être qu'ils n'iront pas voir, mais il y a souvent des gens qui sont un peu curieux et qui vont voir ce que c'est, tout ça, donc Est-ce que tu penses que ça va être dur d'en parler? Maintenant, c'est dur pour toi d'en parler? Non, c'est pas du tout dur d'en parler, parce que j'en parle vraiment justement avec du recul. Je dis pas, je me suis opéré du cœur, c'est chiant, c'était dur et tout. Non, j'essaie toujours de trouver la partie un petit peu positive là-dedans, ou par exemple, où je raconte à un moment une scène qui était difficile, c'est pour montrer que je peux raconter quelque chose de dur et après essayer de mettre une blague après. Je disais que le matin avant l'opération, je me fais raser de haut en bas, donc tout les testicules, machin. Ils me mettent un espèce de bétadine, donc c'est un savon marron, donc j'avais les testicules en fait marron rasés, c'était bizarre. Et je dis là la femme m'amène dans le lit dont je vais me faire opérer du cœur. Il me rentre dans l'ascenseur et là il y a ma mère qui est à l'extérieur de l'ascenseur et je la vois pleurer. Et je me dis c'est la première fois de ma vie que je la vois pleurer. Et je me dis, s'il faut, je vais mourir. Et la dernière chose que j'aurais vue de ma vie, c'est ma mère en train de pleurer. Et je dis, il peut rien m'arriver de pire. Et là, je dis, là, les portes de l'ascenseur se referment, et dans le reflet, je vois mes testicules marrons qui dépassent du pyjama. Et je me dis, ok, là, il peut vraiment m'arriver de pire. Donc voilà, c'est toujours ce truc-là où je me dis, il y a un truc grave, mais j'ai toujours après la parade pour dire, il y a un truc drôle après qui arrive juste après, pour pas que les gens, justement, se sentent mal à l'aise par rapport à ça. Et même moi, dans mon opération, j'ai toujours quand même... En fait, sur le coup, c'est pas que je l'ai pas bien pris ou mal pris, c'est que je l'ai pas réalisé. Et après, ça a été dur pendant un an. Pendant un an, j'étais un petit peu en dépression, je suis devenu très hypocondriaque. Mais pendant l'opération, je me suis jamais plaint, jamais dit que j'avais mal, jamais dit des trucs. Et j'essayais toujours, quand il y avait des proches qui étaient autour de moi, c'était souvent moi qui essayais de faire rire, en fait, pour les rassurer. En fait. C'est-à-dire que j'étais même plus rassuré que ma mère ou que mes proches et tout. Donc non, j'ai toujours essayé de prendre ça avec du recul et avec de l'humour et voilà. Maintenant, c'est sûr, ça a été une période un peu stressante pour moi, quoi, c'est sûr. Ouais. Mais maintenant, maintenant ça va. Je suis encore très hypocondriaque. Dès que j'ai un bleu ou un truc comme ça, je m'imagine les pires trucs du monde. Mais si je peux me permettre, t'as la justification d'être. Il y a plein de gens qui n'ont jamais eu quoi que ce soit. Oui, non, c'est sûr. Là, justement, je comprends que tu peux avoir. Même des fois, j'ai peur qu'il m'arrive un truc sur scène ou quoi. Donc, je suis un peu stressé de ça, mais je. Non, ça va, je suis dans une phase où je suis content, en fait. Ouais. Je suis content. Je te dis, là, le seul truc qui me stresse, c'est de finir ce spectacle avant Avignon. Mais sinon, je suis dans une phase apaisée. Ouais. Et donc, tu fais quoi? Tu continues toujours avec la radio en Suisse? La radio en Suisse, j'écris aussi à côté. Moi, j'ai écrit pour 2 ans pour Verino pour l'émission On demande qu'à en rire. Ah d'accord, ouais, parce qu'il va refaire. Il va refaire, mais là j'écrirai plus avec lui parce que justement là, ça a fini. J'ai beaucoup bossé pour beaucoup de personnes à écrire et là je me rends compte qu'il faut que je pense un petit peu aussi à moi. Je suis un peu égoïste, donc que je travaille pour moi, donc pour mon spectacle. Sinon depuis la rentrée quand même, je bosse avec Alban Ivanov où j'écris avec lui les passages qu'il fait au Before du Grand Journal. Et je fais partie de l'équipe aussi de Golden Moustache. Qui a un crew de vidéos sur internet. Donc là j'ai fait une vidéo qui est sortie il y a 5 mois qui a... Ah, je l'ai vu avec le compositeur de la musique de foot. Supporter c'est très drôle. Qui a fait très drôle. Merci, qui a fait 1 100 000 vues, donc c'est plutôt cool. C'est la première fois que et là j'ai ma nouvelle qui a été tournée et là qu'on va monter lundi prochain et qui va sortir, j'espère incessamment sous peu. Donc ça c'est cool. Ça c'est bien parce que ça apporte
une image en fait. En fait, le plus dur, je pense que nous, quand on est humoriste, c'est de mettre un visage sur notre nom, parce que les gens, notre personnalité. Et il y a tellement de personnes en fait il y a tellement de spectacles à Paris que c'est difficile de sortir du lot si on n'est pas connu ou s'il fait pas un truc qui nous mette un peu en avant. Après, je dis pas que Golden Moustache pourrait me mettre autant en avant qu'une émission de télé, mais quand même ça. Je trouve aujourd'hui, oui. Golden Moustache et Studio Bagel, j'ai l'impression qu'ils sont. Après, Studio Bagel aussi, on les voit aussi en télé sur Canal, donc c'est encore plus. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est d'avoir aussi. Mais est-ce que dans cette vidéo, c'est marqué quelque part que c'est toi? Ouais, il y a mon à la nom, fin. Non, il y a mon nom en fait dès qu'on fait une vidéo, il y a le nom entre parenthèses. Non, après je dis pas que ça va remplir des salles, mais petit à petit en fait, on se crée une image et tout. Ouais. Parce que il y a trop de spectacles à Paris. Ouais. Il y a vraiment trop de spectacles. Je veux dire, nous, on connaît tout le monde, donc on sait à peu près, mais une personne qui connaît pas et qui se dit tiens, je vais aller sortir au théâtre ce soir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va forcément aller vers quelqu'un qu'il a pu voir à la télé ou qu'il a pu voir sur des affiches. Ou le meilleur vente sur Bireduc. Voilà, c'est ça. Confiance donc après, ce qui marche déjà. Ce qui marche déjà va toujours marcher, et ce qui marche pas, donc c'est difficile aussi à sortir son épingle du jeu. Donc je pense que quand on est humoriste et qu'on débute, il faut qu'on fasse quelque chose à côté en plus qui nous démarque, parce que on dit que le bouche à oreille ça marche, oui ça marche, mais ça suffit pas en fait. Ouais. Faut vraiment, c'est la règle des 3, faut qu'on nous voit 3 fois, c'est-à-dire qu'il faut qu'on nous voit au moins une fois à la télé, qu'on nous entende une fois à la radio, qu'on nous voit au moins sur une affiche, ou qu'on nous voit sur Bireduc. Si on voit une fois, après on oublie. Ou avoir entendu parler de toi. Avoir entendu parler, donc voilà, c'est tout est. C'est marrant parce que là, je réfléchissais à l'affiche de mon nouveau spectacle, et j'ai une photo de moi où j'avais 12 ans qui est très drôle, où j'avais des grosses joues avec des grosses lunettes et des bagues. Et je me suis dit, ce serait très drôle en fait de le mettre dans mon spectacle, parce que le spectacle, je raconte mon histoire depuis ma naissance, donc ça. Ouais. Et je me suis dit, ce serait très drôle. Et en fait, je me dis que je peux pas parce que je suis absolument pas connu. Donc les gens qui vont voir l'affiche, en fait, ils vont voir moi à 12 ans, ils vont pas voir ma tête à moi. Ouais. Donc des Florence Foresti ou des Dubosc qui pourraient se permettre de faire ça. Je crois que la nouvelle affiche de Florence Foresti, elle se fait un selfie ou un truc comme ça. Ouais, on voit juste la moitié de sa tête. Elle pourrait même être Florence F, elle est sûre de remplir. Ouais. Mais nous, on n'est pas connus, donc on peut pas se permettre. Parce qu'après, voilà, c'est ça, une fois que tu as la notoriété aussi, la différence, c'est que quand t'es très connu comme ça, les gens, ils viennent, tu sais que le public, il est acquis, en fait, parce que c'est des gens qui sont fans de toi et qui vont venir te voir jouer. Nous, en fait, je pense que tous les soirs, on a quelque chose à prouver. Les gens, ils viennent pas nous voir parce qu'on est connus, en fait, ils viennent nous voir parce qu'ils sont tombés sur notre spectacle. Ouais. On a eu du bol déjà, ouais. Et ils viennent, et après, pendant 1 heure, on doit leur prouver qu'on a notre place sur scène et tout, et c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça qu'il y a des soirs, comme je disais tout à l'heure, le fait d'accepter le fait qu'on sait pas comment la soirée va se passer. T'as des soirs où tu cartonnes, hein, tu l'as déjà vu, t'as des soirs où tu cartonnes, t'as l'impression d'être le meilleur du monde, et t'as des soirs où t'as l'impression d'être une merde parce que t'as pas de rire en fait. Ouais. Mais je trouve les deux sont bien, parce que quand tu passes une bonne soirée, ça te donne la confiance. Quand tu passes une mauvaise soirée, ça te montre toutes tes faiblesses. Ouais, tu vois, ok, bon, cette vanne-là, j'en ai marre, et peut-être c'est le moment maintenant de l'enlever. Après, des fois aussi, les gens peuvent pas rire, mais c'est pas parce que t'as fait un mauvais spectacle. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que je m'en rappellerai toujours, je vois un spectacle le soir, et je vois une fille au premier rang, les bras croisés comme ça, et elle a pas décroché un sourire de la soirée. Elle était en premier rang devant moi. Hein. Ouais. Et à la fin, le spectacle fini, je sors et tout, et elle m'attend, et elle me dit c'était génial, pourquoi ça a pas duré aussi longtemps? Et là, t'as envie de lui dire mais t'as pas décroché un seul rire, même pas un sourire. Ouais. Et en fait, t'as des gens qui sont comme ça, qui vont au spectacle et qui ne rigolent pas, en fait, qui sont concentrés, qui rigolent dans leur tête, mais qui kiffent quand même et tout. Après, c'est sûr que nous, on a besoin des rires pour. Parce que quand t'as pas de rire, tu dis pendant 1 heure, tu fais bon, ok, je suis une merde. Ouais. Bon, j'espère que celui-là, ils vont rigoler. Ok, bon, mais ils rigolent pas non plus à celui-là, et après, c'est un cercle vicieux, et c'est. Ouais. Quand on projette sur les gens qui rient pas, le pire truc possible. C'est-à-dire, parce qu'ils rient pas, ça veut dire qu'ils nous détestent, qu'on est une merde, etc. C'est juste intéressant. Parce que moi, mais c'est vrai, parce que on projette ça, parce que moi, ça m'arrivait des fois quand ça marchait pas trop, je sortais de scène et tout, et si j'avais des potes dans la salle, je dis putain, ça a pas trop marché, je suis déçu et tout. Et ils me disaient non, c'est super, ça a super bien marché en fait. Faut pas véhiculer cette image, parce qu'on sait jamais si ça marche ou si ça marche pas en fait. Faut se donner à fond jusqu'à la fin, et bon, s'il y a pas de rire, soit c'est parce qu'on a vraiment pas fait rire, soit parce qu'on n'a pas une salle expressive. Il y a des salles qui sont pas expressives. J'ai un exemple aussi où j'avais fait mon spectacle, et les 5 premiers minutes du spectacle, j'ai aucun rire. J'ai des rires, mais pas vraiment pas fournis. Et là, à un moment, je fais une blague qui apparemment a fait beaucoup rire un mec, et ça lui déclenche un gros rire, quoi.
Et à partir de là, tous les gens se sont mis à rigoler. Ouais. Et comme si ça les avait décoincés, et après, à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à rire. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin tous d'une espèce d'autorisation de rire. Oui, mais oui, il y en a qui osent vraiment pas. Moi, j'ai des amis qui sont venus, ils me disent, je sais pas rire et tout, j'avais pas faire du bruit. Mais si, rigole, c'est ça en fait notre source, nous, notre force, on a besoin de ces rires-là. Ouais. Non, mais c'est vrai aussi, si t'es le seul à rire dans une salle où il y a 50 personnes autour de toi qui rient pas, t'es gêné, on peut pas dire qu'on est différent, on comprend. Ouais, en même temps, on voit personne dans la salle, tu vois, donc c'est pas grave, sauf si on joue au Paname. Ouais. Donc là, oui, c'est grillé, mais après, c'est... Et donc, revenons sur ton parcours, donc, la première de ton spectacle. Ouais, c'est dans le Var, Dans le Var. Dans le Var, c'était au festival de Cap Estérel, Drôle de Cap. D'accord. Et c'est là, d'ailleurs, où j'ai rencontré Verino, Arnaud Cosson, mais surtout Verino, parce que ça a été... Après, on a commencé vraiment à bosser ensemble et tout, et c'est vraiment une des personnes que j'apprécie le plus dans le milieu, avec qui je m'entends le mieux, en fait. On a beaucoup fait de choses ensemble. D'accord. D'ailleurs, c'est lui qui m'a amené à l'Olympia pour faire sa première partie. Ah, c'était toi qui as fait sa première partie. C'est cool. Non, c'était cool. J'ai joué 27 minutes à l'Olympia. 27 minutes en plus. Je les ai comptés les minutes. Hein. Ouais. Et c'était génial et tout. Et non, franchement. Ça s'est bien passé. Ouais, j'étais absolument très stressé. C'était quoi l'année dernière? C'était même l'année d'avant. C'était le 10 janvier 2013. Ouais, 10 janvier 2013 ou 13 janvier 2013. D'accord. C'était un dimanche et tout. C'est bien, je peux te poser exactement la date, la question quand c'était, tu vas me dire la date. Parce que tu te rappelles la première fois que tu as fait l'Olympia, quoi, tu sais, qu'il y a ton nom sur le truc, et non, c'était cool. J'étais très stressé, je me rappellerai toujours, et le public était tellement avenant parce que Verino avait fait un truc qui avait jamais été fait, en fait, c'est-à-dire qu'il avait... Il a loué, il a loué, et surtout, il a fait aucune pub, c'est-à-dire qu'il a fait que de la pub sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et il a rempli l'Olympia. Et quand tu rentres sur scène et que t'entends, et maintenant Greg Romano, donc tu te dis, les gens, est-ce qu'ils me connaissent, qu'ils me connaissent pas? Beaucoup me connaissaient parce qu'ils connaissaient Verino et qu'on était souvent associés ensemble. Ouais. Et que là, t'as des applauses pendant 2 minutes, sans avoir rien dit. Déjà, ça te met tout de suite dedans, tu vois, t'as une espèce d'adrénaline. Moi, j'avais limite la larme à l'œil, hein, t'entends 2000 personnes qui t'applaudissent. Et tu joues, et franchement, j'ai vraiment fait un carton, ça a vraiment super bien marché. Et tu joues devant 2000 personnes, et après, t'enchaînes le mercredi dans ton théâtre à toi, et t'as 20 personnes, et ça rigole à moitié, et tu dis, ok, en fait, comment on peut monter très haut et descendre très bas. Mais est-ce que ça t'a un peu soulagé dans le sens de savoir que ce qu'on fait maintenant aujourd'hui devant 20 personnes, c'est le plus dur? Bien sûr, mais à partir du moment où t'arrives à faire rire 20 personnes et tout, machin, je sais très bien qu'après, c'est ça que je me dis, c'est que quand tu deviens quelqu'un de très connu, que tu joues un spectacle entre guillemets devant un public acquis, parce que t'as jamais vu en fait un humoriste connu qui a fait des grandes salles comme des Zéniths en prenant un four, tu vois, en entendant que dalle et tout, pas aucun rire. Et je me dis après, est-ce que t'as plus ce truc où tu peux te remettre en question après, à dire est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que machin. Et je pense que c'était le problème pour moi de On demande qu'à en rire. Parce qu'on m'avait proposé plusieurs fois de le faire, je sais pas encore si je vais le faire, mais ce qui m'embête là-dedans, c'est que après les gens, tous ceux qui ont fait On demande qu'à en rire avaient souvent leur salle remplie. Les gens venaient les voir pas parce qu'ils avaient un spectacle, mais parce que c'était des gens qui passaient à la télé. Donc après, tu savais plus aussi si les gens rigolaient dans ta salle. Je pense qu'il y a beaucoup de starisation, je sais pas comment on dit, comme on peut voir les trucs de télé-réalité ou quoi, ou machin, où des personnes lambda sont levées au rang de star, tout ça parce qu'ils passent à la télé et tout. Donc c'est ça qui m'embêtait un peu. Mais quelqu'un qui t'a vu sur Ondar, qui vient voir ton spectacle, c'est pas non plus Gad Elmaleh. Genre, ils vont, à mon avis, il y a une limite, ils vont pas forcément rire juste parce que t'es passé à la télé. Écoute, tu penses que oui? Et pour avoir vu, moi, des spectacles, tu vois, de personnes qui faisaient On demande qu'à en rire. Et ils ont eu de rire plus facilement. Je trouve, ouais. Après, c'est possible, oui. Après, peut-être que c'est pas tout le temps comme ça, mais ouais, je trouve. Et regarde, la preuve, beaucoup de personnes après à partir du moment où ils ont arrêté On demande qu'à en rire, n'avaient plus leur salle remplie. Comme quoi, les gens ils t'oublient très vite. En fait, c'est ça ce problème. C'est-à-dire qu'en fait, mais c'est ça l'effet télé. Si tu montes très vite, tu peux descendre très vite. Voilà, mais t'es monté très haut. En fait, tu remplis des salles et d'un coup, tu fais plus de télé. Tu vois, ça peut être difficile aussi. C'est un peu exactement si on prend le truc de télé-réalité, c'est quand t'es en télé-réalité, tu sors de là-bas, t'es une star et au bout de 3 mois, on n'entend plus parler de toi si tu fais rien à côté. Donc après, la difficulté, c'est de faire quelque chose qui dure en fait. Qui dure, ouais. Qui a un fond. Oui, voilà, faut qu'il y ait un fond. Après, je dis pas beaucoup de gens qui refont On demande qu'à en rire ont énormément de talent et ont
ont un super spectacle et tout, mais le problème c'est que voilà, en fait, on est élevé à quelque chose et après, une fois qu'il n'y a plus l'émission, ça part vite, quoi. Mais j'ai l'impression que les gens qui ont cartonné et qui continuent à marcher, ce sont des gens qui étaient déjà talentueux avant. Oui. J'ai l'impression, tu vois, qui avaient déjà le fond. Et qui ont su surtout rebondir juste après l'émission, une fois qu'ils ont arrêté de faire l'émission. Ouais. Et il y a, comme Verino a fait voilà, pas mal, mais il continue à marcher. Mais si tu regardes le nombre de personnes qui ont fait On demande qu'à en rire et ceux qui ont sorti leur épingle du jeu, ça se compte vraiment sur les 2 doigts d'une main et encore. Mais c'est horrible. Donc t'es un peu tenté ou pas du tout? C'est horrible de dire ça, mais je suis tenté, mais pas pour l'expérience en fait, mais pour savoir que je vais avoir du monde dans ma salle. C'est malheureux. Moi aussi, je te dis aussi que je sais que ça va recommencer. Moi, je suis tenté. Ouais. J'hésite, je bascule. Mais tu le fais parce que tu as envie de le faire ou tu as envie de machin, ou parce que tu sais que ça va te ramener du monde dans ta salle? C'est sûr que ça sera pour emmener des gens dans la salle et pour me lancer un défi aussi, je pense. Après c'est vrai que c'est bien. Après, c'est vrai que l'avantage de On demande qu'à en rire, c'est que pour avoir bossé avec Verino, c'est que ça te met dans des conditions de travail où tu reçois un sujet, tu bosses dessus, tu l'apprends, tu dois le jouer, donc ça te met vraiment dans une dynamique de travail où tu apprends beaucoup. C'est clair, je sais que Verino, il me disait depuis que je fais ça, c'est clair que j'aborde la scène différemment parce que j'ai eu c'est stressant en fait, très stressant ce truc là, et que maintenant je pense qu'il a justement réussi à évacuer ce stress en faisant des trucs comme ça à la télé où t'imagines, tu reçois ton sujet le lundi, tu commences à l'écrire le mardi, non, d'abord faut que tu trouves un angle, après tu essaies de l'écrire mardi, mercredi, jeudi, tu l'apprends et tu dois le rejouer la semaine d'après, alors qu'entre temps t'as souvent un spectacle à faire, des trucs à faire, donc et c'est ça il a fait ça pendant plus de 2 ans, quoi. Et automatiquement, ça te donne un rythme de travail et tout qui fait que le reste semble facile à faire. Voilà, mais moi je sais que moi aussi je suis quelqu'un de très stressé, et je sais que quand il descendait l'escalier avant de faire le sketch, j'étais plus stressé que lui, quoi. Alors que moi j'étais assis dans le divan à regarder. Donc aussi c'est sûr, c'est un challenge à faire, et c'est un truc qui permet aussi d'acquérir de l'expérience et tout, et de réussir un peu à évacuer son stress ou appréhender le truc différemment, parce que là on est carrément devant un public. On est en plus devant la télé, on est devant un jury qui te regarde, et quand ça te plaît pas, ils hésitent pas à te le dire. Donc mais en fait j'ai du mal aussi parce que j'aime pas le principe, je me rends compte. Voilà. C'est-à-dire que d'être devant un panel de juges dont je suis pas forcément d'accord avec il n'a rien plus subjectif que l'humour. Oui, non, c'est clair. Et d'être jugé par quelqu'un avec des chiffres, c'est difficile. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai jamais fait aucun festival d'humour, parce que je comprends pas ce concept de dire ça a été toi le plus drôle de la soirée et tout. Peut-être que t'as été le plus drôle de la soirée pour certaines personnes, peut-être que chacun son style d'humour. C'est pour ça que j'ai jamais voulu faire de concours pour dire qui les personnes sont, pour dire c'est toi le plus drôle. Après il y a le prix du jury, prix du public, donc ça permet de faire la différence, mais j'aime pas ce truc de concours en fait. Moi je suis vraiment sur scène pour kiffer, pour faire rire les gens, et le fait de mettre moi un truc de concours, ça va me stresser automatiquement, mais je pense que les gens ont besoin, parce qu'on a tous un ego, et forcément tu vas vouloir gagner un prix, et si t'as pas un prix, quand t'es dans une phase comme ça, tu te remets en question, j'ai peut-être pas eu un prix parce que je suis une merde, et donc du coup tu remets tout en question et mais quand je disais les gens ont besoin, je parlais plus de public. Je pense le public a besoin de juger, de donner un ordre de classement. Et ça, c'est un exemple flagrant. Verino, il me disait, parce que les gens mettent des notes, on demande qu'à en rire. Il y a des gens qui mettaient des critiques sur Biréduc à Verino et qui mettaient une note au spectacle. C'est-à-dire que les gens, on leur a donné un pouvoir, et après ils se permettent de tout noter. Et en fait, le problème, c'est que combien de fois il y a des gens qui peuvent venir à la sortie du spectacle et dire c'était bien, par contre si j'étais toi, j'aurais fait. C'est pas pensable de dire ça. Je veux dire, c'est pas prétentieux de dire ça, mais la personne n'a aucune expérience pour se permettre de dire des trucs comme ça. En fait, tu viens voir le spectacle, ou t'as aimé ou t'as pas aimé, mais ne dis pas tu devrais faire ça comme ça. Je trouve que c'est vachement vexant. Mais même moi, je me verrais pas aller voir par exemple Franck Dubosc à la sortie, ou Florence Foresti dire ça c'était nul, peut-être tu le ferais comme ça. Alors que limite j'aurais plus de légitimité parce que je fais aussi du spectacle. Mais non, tu peux pas te permettre de dire ça. Et le fait d'avoir donné comme ça le pouvoir aux gens de mettre des notes, ils se permettent de pouvoir tout critiquer. Donc qui donne des notes sur l'émission demande qu'à rire, ok, ça pas de problème, mais tu vas pas donner une note à un mec, tu sors au spectacle, c'est comme si tu rencontres une meuf et tout, et tu dis écoute, je te mets 12/20 physiquement.
Non, tu peux pas faire ça. C'est vexant et tout, et c'est des trucs que tu gardes pour toi, quoi. Tu dis j'aime ou j'aime pas, mais tu donnes pas de note. Ouais. Mais je suis le premier à accepter la critique si elle est constructive et si elle apporte quelque chose. Et moi, comme je suis un gars qui me remet tout le temps en question, bien sûr que j'accepte des critiques. Mais j'avais eu une critique, par exemple, elle m'avait fait rire. C'était une critique. Je suis allé voir Greg Romano en scène ouverte. J'ai adoré son sketch. Et quelle n'a pas été ma déception quand je suis allé voir le spectacle et je me suis rendu compte que c'était exactement dans le même style. C'est-à-dire qu'elle a adoré mon sketch et elle est venue au spectacle, elle a été déçue parce que c'était dans le même style que donc voilà, ça. Alors soit elle a mis une conjonction de coordination mal placée qui a fait qu'on n'a pas compris la phrase, mais voilà, ça c'était. Mais sinon, moi, je suis vraiment le premier à accepter la critique, mais voilà, quand elle est pas gratuite et méchante. Ouais. Après, le problème, c'est que sur Internet, justement, ça attire justement des gens. Tu vois, quand tu peux faire par exemple des vidéos sur YouTube, quoi, machin, des critiques pas du tout constructives. Donc, ce qui est important, c'est ce que tu penses toi, parce que c'est toi qui es sur scène, c'est toi qui vas raconter ton histoire, donc c'est toi qui dois savoir exactement. Maintenant, après, il faut savoir accepter les trucs des fois et se remettre en question. Mais si ça change pas toi ton idée originale que tu voulais faire et tout, non, moi j'accepte vachement les critiques. Bon, après c'est sûr ça te vexe parce que de toute façon pour faire ce métier il faut avoir un ego, c'est sûr. Donc à partir du moment où t'as un ego et qu'on te fait une critique et tout, ça te fait chier, quoi. Ouais. Mais en même temps on peut pas plaire à tout le monde et t'as ton spectacle pour certaines personnes qui va cartonner, qui va être génial, et pour d'autres c'est de la merde, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Mais en même temps quand on fait un métier comme ça un peu public, il faut accepter le fait de pas plaire à tout le monde, quoi. Ouais. Bon, maintenant, ton but, c'est quoi? C'est Avignon l'été? Tu aimerais continuer? Tu vas travailler avec Verino pour en d'art? Non, je fais plus avec Verino. Non, mon but, c'est d'avoir un spectacle efficace à Avignon et dès la rentrée. Ouais. Et moi, mon but ultime, quand même, ça reste quand même le cinéma. J'ai vraiment envie d'être au cinéma. Ah, en tant qu'acteur, scénariste? Ouais, acteur, comédien et tout. Tu vois, déjà, rien que le fait de faire des vidéos avec Elden Moustache. Ouais. Je kiffe en fait. Ça t'a donné un peu de j'adore. Moi j'ai toujours voulu depuis que je suis tout petit être comédien et tout. T'as fait des cours d'acteur Non, j'ai pas fait de cours, mais c'est ça. Mais toujours humoristique ou même acteur? Écoute, moi, tu sais quoi, moi tu me vois là physiquement, tu vois, je ressemble à un bûcheron. Mais moi, je suis très comédie romantique, et je me vois tout à fait jouer dans des films, comment ça s'appelle là, les films. Le film des filles là, avec Hugh Grant, Love Actually, c'est ça? Ouais. Voilà, moi je me vois bien dans un truc comme ça en fait. Ouais. Tu sais le personnage, le mec un peu bourru et tout, comme ça, le grand barbu et tout, romantique. Mais non, mais dans des comédies drôles, moi ça me ferait kiffer en fait. J'ai envie de jouer tout simplement devant une caméra. Je kiffe en fait d'être devant une caméra. Ouais. Mais non, mais moi le but surtout c'est d'avoir un spectacle qui marche, qui me permette aussi de me faire connaître du grand public. Ouais. Et là pour moi mon but ultime c'est que ça en fait, c'est que ce spectacle pour le moment, et après on verra les choses qui peuvent en découler après, mais d'avoir un bon spectacle qui me permette de jouer au moins 3 fois par semaine en ayant une belle salle à chaque fois remplie, voilà c'est ça en fait. Faire une tournée peut-être aussi. Une tournée et tout, kiffer quoi. Ouais. T'as une question pour moi? Je demande chaque fois à la fin. J'ai une question pour toi. Ouais, j'ai une question pour toi. Oh merde, il y a un sourire, ça me fait peur. Non. Non, j'ai dit, si là maintenant, toi, on te disait, tu vas devenir un humoriste très connu, donc dans le top 5 des humoristes, mais on te propose, on te dit, mais par contre, tu choisirais de l'être aux États-Unis ou en France? Et je serais aussi connu... Aussi connu aux États-Unis qu'en France. Oh. Genre, tu deviens le nouveau Seinfeld ou le nouveau Gad Elmaleh. Tu préférais être connu en France ou aux États-Unis? Aux États-Unis. Bah, bien sûr. Mais bien sûr. Bien évidemment. Ouais, mais c'est pas vraiment juste, parce qu'on compare un pays de 350 millions de gens avec un pays... Non, parce que maintenant, tu vis aussi en France et... Mais si la carrière m'emmène là-bas, et pourquoi les États-Unis est dur, c'est parce que il faut assurer au niveau d'argent. Ouais. Si ça marche parce que je suis un peu connu là-bas, ma chérie elle est prête à aller aux États-Unis, et ma fille je l'emmène où je veux. Ouais. Tu vois, j'ai rien, même si j'adore la France et j'adore Paris. Ouais. J'adore New York aussi. Je vais pas. Et c'est sûr que la France me manquerait, mais on peut pas.
Alors je vais te la reposer différemment. Je sais pas si c'est de ça que tu cherchais. Ouais, mais alors je vais la reposer différemment. Tu préfères rester aux États-Unis, mais être un stand-upper, tu vois, qui fait des scènes comme ça, qui marche bien, mais sans plus, ou être un comédien connu en France. Un comédien, c'est-à-dire tu fais pas de stand-up. Tu joues comédien acteur, genre. Ouais, mais pas un acteur, quoi. Mais pas un acteur à succès. Mais tu fais des films. Tu joues dans des séries télé, par exemple. D'accord. Donc série télé en France. Ou stand-upper. Mais qui fait de petites tournées des peut-être. Petites tournées, voilà, mais c'est pas gauche. exceptionnel à droite à gauche aux États-Unis. Déjà, stand-up contre acteur, je préfère le stand-up. Ouais. De toute manière, je pense je vais compliquer tout. C'est-à-dire, je pense même si j'étais à la télé en France, dans une série comme Fais pas ci, fais pas ça, qui marche plutôt bien, mais je pense que je ferais quand même du stand-up à côté. Donc j'aurais du mal à voir ne pas faire du stand-up du tout. Mais oui, je pencherais plus à les États-Unis pour le côté stand-up, pas pour le côté aux États-Unis. Elles sont connes mes questions. Quoi ? Elles sont connes mes questions. Non mais c'est. Tu sais que moi j'ai une grande passion pour les États-Unis. J'y suis allé plusieurs fois et je suis vraiment tombé amoureux de ce pays, quoi. Tu parles un peu anglais en fait. Un petit peu, ouais. Tu comprends. Faut pas que ça parle vite, mais sinon je comprends. Et que t'es allé où ? Je suis allé à Miami. Ma sœur vivait à San Francisco, donc je suis allé la voir. C'est génial. Ouais, j'adore San Francisco. J'ai fait Miami, San Francisco. Et l'année dernière, en fait, j'ai fait le festival Juste pour rire de Montréal. Ah oui. Donc du coup, je suis allé à New York après. Ouais. Donc j'ai découvert New York. Ça s'est bien passé, Montréal ? Ouais, très bien, ouais, c'était cool. T'as fait le casting au 10h, c'est ça ? Non, ils m'ont appelé en fait, parce que j'étais venu l'année d'avant pour faire les premières parties de Verino et ils m'ont appelé pour aller là-bas. Il y avait des trucs un peu difficiles, j'ai dû jouer une douzaine de fois, alors pas mon spectacle entier à chaque fois, mais des extraits. Ouais. Et sur les douzaines de fois, il y en a 2 où ça a été un peu difficile parce que le public de Montréal, c'est un peu comme le public américain. Ils sont très stand-up, très punchline en fait, one line, c'est ça. Et en fait moi, je faisais à l'époque le sketch d'Adopt où je parle à une fille en fait qui n'existe pas. Ouais, ils sont pas du tout quatrième mur en fait, donc ils te regardent d'un air de dire mais t'es en train de parler à qui en fait là. Donc des fois c'est un petit peu difficile. Donc mais non, sinon ça s'est très bien passé. Moi j'ai surkiffé Montréal et j'ai adoré New York. Et tu pensais monter en anglais? Quand tu étais aux États-Unis, tu pensais monter. Je me suis dit peut-être je vais écrire un truc en anglais et après je me suis dit fini déjà d'écrire bien ton truc en français et après on verra pour le truc anglais quoi. Quand t'es allé à New York, t'as regardé du stand-up au Comedy Cellar. Le problème c'est que je parle anglais, je comprends quand on parle doucement, mais stand-up c'est très dur. J'ai déjà regardé plusieurs stand-up en anglais et je comprends pas et ça me frustre. Là il y a une vidéo par exemple qui, tu sais là cette fameuse vidéo Talking Funny. J'ai très envie de la voir en fait. C'est pas sous-titré ? Et non, j'ai pas réussi à trouver les sous-titres. Ouais. Et c'est une vidéo, je sais que ça me fait penser un petit peu au podcast qu'il y avait eu avec Kian Navo, tu sais, où il parlait de l'humour et tout, avec Adrien Méniel, tout ça. Et il y avait Yacine aussi. Et j'ai très envie en fait de regarder cette vidéo, mais je comprends rien et ça me frustre parce qu'en fait j'ai envie de boire leurs paroles, d'écouter ce qu'ils disent et je comprends pas. Donc voilà, donc je vais l'envoyer à ma sœur qu'elle me la traduise. Elle va faire le sous-titre pour tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, c'est. Pourquoi c'est un rêve pour toi d'aller là-bas, vivre là-bas? Ouais, mais bon, vivre pour faire quoi en fait, c'est ça. Ouais. Je veux dire, la seule excuse pour y vivre, ce serait soit de trouver un boulot là-bas, mais ce que je veux faire, moi, c'est du stand-up, c'est un truc, ou alors devenir un acteur, mais bon, déjà devenir un bon stand-upper en France, après on verra pour devenir un bon acteur en France, et après pour devenir un bon acteur aux États-Unis. Mais l'avantage, c'est que de plus en plus, on voit que c'est faisable, c'est-à-dire entre Jean Dujardin et Marion Cotillard. Au Marcy, ouais. Tu vois, qui commence à vraiment avoir un accès là-bas. 3 sur combien? Ouais. Oui, d'accord, mais avant c'était. Oui, bien sûr. Ouais. C'était, je pense. Jean Dujardin a gagné meilleur acteur, pas meilleur acteur étranger, meilleur acteur. Ouais. Et Marion Cotillard, meilleure actrice. Ouais, je sais. Je pense pas que c'est arrivé avant. Là, c'est comme les Français, que tu vois de plus en plus de Français en NBA aussi, tu vois. Donc. Ouais.
Il y a longtemps, c'était impensable. Tu vois, c'est Tony Parker qui a ouvert la voie. Non, c'était Olivier Saint-Jean, je crois, au début, le premier français qui l'a ouvert. Tony Parker ne parlait de ça. Tony Parker a ouvert la voie et après, il y a eu tous les autres. Quoi. Donc, oui, non, c'est pas. Mais bon, là, je pense que déjà, il faut surtout se concentrer sur des objectifs à court terme. Ouais, bien sûr. Et là, le court terme, c'est Avignon. Ouais. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et pourquoi pas finir notre podcast en comparant les humoristes aux basketballeurs. Pourquoi pas? On est un peu plus petit, mais on essaie de marquer quand même, quoi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout notre conversation, Greg Romano et moi. Si vous voulez le voir, il sera là à Avignon, comme vous avez entendu, cet été. Et après, à la rentrée, il sera sur le planche à Paris. Donc, je vous conseille fortement d'aller le voir. Après, si vous cherchez des choses en anglais, moi, je joue mon spectacle en entier tout le vendredi et samedi à 20h. Et aussi, je ne sais pas si ce podcast va sortir avant, mais le 30 avril, c'est-à-dire mercredi, il y aura Al Lubel. Al Lubel, c'est un humoriste américain qui nous rend visite à Paris, donc on a vraiment la chance de la voir. Il a fait plein de passages chez David Letterman, et donc il va jouer son spectacle en entier le 30 avril au Soul Gymnase. Donc je vous conseille vraiment de venir le voir. Il y a un humour un peu absurde. Donc ça, c'est le 30 avril. Et après, le 14 mai, on va avoir Greg Proops, qui est un grand humoriste américain. Il a fait l'émission Whose Line Is It Anyway, qui est une émission d'improvisation. Il est très vif. Il a lui aussi un podcast qui s'appelle The Smartest Man in the World, un podcast qui est très sympa. C'est plutôt un monologue. Et il va enregistrer son podcast live au Soul Gymnase le 14 mai. Les billets, si vous voulez voir Al Lubel ou Greg Proops, vous pouvez aller sur le site du Soul Gymnase. Et le prochain épisode de Donc Voilà Quoi sera avec Thomas VDB. Donc, stay tuned, motherfuckers.